Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui on va reprendre donc la série Xen du Endgame Xen Hack the Box. On en était arrivé au troisième flag, donc on en est à un point. Si vous souhaitez voir un peu l'historique, regarder les précédentes vidéos, je vais pas rappeler tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais globalement, on est à présent en possession d'un shell administrateur sur un VDI, donc une machine virtuelle sous Windows, je sais plus quelle version d'ailleurs. Et on a récupéré le mot de passe de Mark Turner qu'on voit ici, for install, qui nous avait permis, j'ai oublié de faire la commande, je vais la refaire de ce pas, d'accéder à un partage de fichiers Citrix où on avait récupéré donc le troisième flag. On entame cette quatrième partie qui est la plus compliquée je trouve sur ce endgame. Mais bon, évidemment il y a toujours une partie où c'est compliqué quand on hack une entreprise depuis internet. Et donc comme on voit ici, ce qui nous semblait intéressant outre le flag, c'était le fichier private.ppk qui, pour ceux qui ont déjà fait l'administration sur Windows, qui ont joué avec du SSH sur Windows, savent que le PPK contient, c'est un format qui contient notamment la clé privée de connexion à du SSH. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement afficher ces fichiers avec un cat sur Covenant. Donc pour Covenant, à regarder, je crois que c'était la deuxième vidéo où on présentait un peu Covenant. Voilà, donc là on récupère la clé privée sous format PPK. Donc je fais un copier-coller tout simplement dans un fichier texte que je vais mettre ici et que je vais appeler private PPK pour pas être perdu, le même nom que ce qu'il y avait sur le serveur. Alors comme on le voit, il y a des espaces entre chaque ligne, ça c'est parce que le formalisme ici doit envoyer un \r/n. Donc je pense que si on fait un dos to Unix de ce fichier private ppk et qu'ensuite je fais un more, non, pas mieux. Du coup ce que je vais faire un mousepad private ppk. Je sais pas le faire sur mousepad, moi d'habitude j'utilise site. Est-ce qu'il y a un moyen de faire de remplacement d'expression régulière? Je vais tenter mais je suis pas sûr du tout. Non, il prend pas en compte les expressions régulières. Si vous savez faire avec mousepad, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je ne sais pas comment on fait. Du coup je vais faire avec un tr. Donc il faut faire un tr. Je pense qu'on peut le faire directement comme ça en fait. \n espace \n. Donc je remplace les deux retours à la ligne par un retour à la ligne dans private ppk. Extra opérand. C'est comme ça peut-être. Non, c'est pas mieux. Comment on fait pour faire sauter les retours à la ligne? Alors du coup, je vais utiliser mon site que j'ai l'habitude, mais je crois qu'il n'est pas installé sur cette machine. Donc je vais le faire sur l'hyperviseur. Ici, on a la clé, j'ouvre avec site. Et du coup, je fais un CTRL H, \n, je remplace par \n. Donc si vous savez le faire avec TR ou une autre commande, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour enrichir et aider tout le monde à avoir différentes solutions en fonction de son environnement. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai bien le fichier comme il faut, ppk. Bien, maintenant qu'on a récupéré ce fichier ppk, ce qu'on a envie de faire, c'est évidemment de l'utiliser pour se connecter en SSH. Donc pour cela, il y a PetitGen qui permet donc de convertir le PPK en un format
OpenSSH, si on met -o, donc c'est le format private OpenSSH, et on va écrire dans un fichier de sortie qui s'appelle id_rsa, comme on a l'habitude de le voir, d'avoir comme nom de fichier, comme clé de fichier SSH. Donc là, il nous demande une passphrase, malheureusement, hein, ça aurait été trop simple. Du coup, on peut essayer le mot de passe de Mark Turner, sait-on jamais. Mais ça ne passe pas. Donc, on va devoir faire du brute force. Alors, pour faire du brute force, c'est un peu comme on avait déjà dû le faire sur du... je sais plus quoi. Enfin bon, il y a pas mal de modules qui permettent de convertir des fichiers à craquer en... C'était KeePass to John, je pense qu'on avait déjà utilisé. Tiens, je vais checker vite fait. Hack size. KeePass to John. Ah voilà, on avait fait du KeePass to John sur la vidéo Jeeves. Et nous, du coup, ici, on va utiliser le petit to John. Donc pour pouvoir faire du brute force sur cette clé privée en format PPK. Je vais appeler le fichier key.h, et donc comme vous pouvez le voir si on fait un mort dessus, on a récupéré le hash qu'on veut craquer. Et c'est là la partie la plus dure, je trouve, du endgame, c'est que si vous y allez avec le RawQ habituel, ça casse pas. Si vous faites du RawQ avec des rules, même la did one, ça passe pas. Et en fait, il fallait penser à faire... moi j'avoue que je sais plus comment j'ai trouvé, mais c'était... On avait dû me donner un indice parce que j'étais bien bloqué. Et en fait, il fallait trouver un mot de passe qui est basé sur le clavier. Et pour casser du mot de passe, enfin générer des word lists de mots de passe faits sur le clavier, on a un outil qui s'appelle KW Processor, que j'ai déjà installé sur ma machine attaquante. Et ça va nous permettre de générer donc des mots de passe faits sur le clavier. Alors qu'est-ce que c'est un mot de passe fait sur le clavier? C'est tout bêtement, vous suivez vous faites AZERTY, donc un mot de passe très connu, c'est juste on longe le clavier. Et vous pouvez faire des mots de passe comme ça qui se baladent sur le clavier, genre si on prend le pavé numérique, ça fait 4, 5, 2, on monte, on descend, on se déplace sur le clavier en fait, et on retient pas le mot de passe mais le chemin sur le clavier. Et le KW Processor est fait pour casser ce type de mot de passe. J'avoue que ça n'est jamais arrivé en mission, mais peut-être que je devrais le faire parce que potentiellement des fois je loupe des mots de passe qui sont basés sur le clavier. Alors allons-y, donc comment ça marche? Une fois que c'est installé, vous lancez, donc vous dézippez, je vous mettrai évidemment le lien sous la vidéo de où je l'ai téléchargé sur GitHub. Et on lance après KWP. Alors on va lui donner les caractères de clavier de base. On va lui dire que c'est un clavier en anglais puisque notre cible est en anglais. Ce sera une cible française, on mettrait FR. Et on va prendre un type de route qui a du choix. Et dans ce cas précis, on va prendre de 2 à 16 max de longueur avec 3 changements de direction sur cette route, ce chemin sur le clavier. -S1, c'est pour qu'on puisse utiliser parfois le shift. Et donc tout cela, on va le mettre dans un fichier texte qu'on va appeler wordlist. Et rien que ça, vous allez voir que ça nous pond déjà une liste de mots de passe de 1 million de mots de passe. Donc c'est vrai que c'est une technique assez impressionnante pour faire des mots de passe. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est des chemins qui se baladent sur le clavier avec du shift ou pas de shift. Voilà. Bien, maintenant qu'on a généré cette word list grâce à KW Processor, on va l'utiliser simplement. Donc pour cela, je vais utiliser John, on a déjà dû en parler dans des précédentes vidéos. Alors, je vais déplacer la word list 1 juste au-dessus, puisque je remonte au-dessus, et notre fichier à craquer est là, voilà. Et donc je fais un John, --format, on veut casser du petit.
Petit, je pense qu'on a déjà parlé aussi, hein, donc client SSH sur Windows. Je vais mettre 4 forks. Donc on veut casser le hash qui est dans le fichier key.h avec la liste de mots de passe qu'on vient de générer qui s'appelle wordlist.txt. Je lance. No password hashes left to crack. Alors, pourquoi ça nous affiche ça? Je vais faire un peu de debug car là à chaud je vois pas. Ah oui, c'est tout bêtement parce que je l'avais déjà craqué précédemment, donc du coup il avait pas à le recraquer. Donc là j'ai supprimé le pot file de John pour que comme si je partais from scratch. Et si je relance la commande, là voilà, il fait son crack et on voit que assez rapidement il trouve le bon mot de passe pour pouvoir utiliser cette clé privée SSH. Le bon mot de passe est donc, comme vous le voyez, une promenade sur le clavier au niveau du pavé numérique. Non, même pas, parce qu'il n'y a pas de égal sur le pavé numérique. Peut-être le clavier anglais. Non. Enfin bon, donc effectivement là, c'était la partie la plus complexe, je trouvais, de ce endgame. Mais maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir donc creuser plus avant au sein de cette entreprise. Alors ce que je vais faire donc, la première chose toute bête, c'est simplement de regarder le réseau privé de l'entreprise. Et donc pour cela, je peux utiliser comme on avait fait... c'est pas sur celle-là, on l'avait fait. Si vous vous souvenez bien, sur la session de Anna, la dernière commande qu'on a dû lancer, c'était celle-ci. Et donc, on va faire tout pareil, un shell cmd ipconfig tout simplement. Donc une commande Windows pour afficher la configuration réseau de notre cible. Et ça je le fais parce que moi je suis attaquant depuis internet, donc je connais pas l'adressage IP interne sur cette machine et on voit qu'elle a deux pattes, une en 10.13.38 et une en 172.16.249. Donc là c'est un peu on va aller faire les deux quoi, enfin en temps normal on ferait les deux mais pour que la vidéo soit pas trop longue je vais directement le faire sur la bonne interface. Je vais utiliser afin de pas attendre trop longtemps et quand on est sur des scans comme ça en interne il est conseillé de se faire une idée simplement en prenant une vingtaine de ports, c'est suffisant, la vingtaine de ports les plus répandus. Et du coup, pour connaître les 20 ports les plus répandus, une petite astuce, c'est d'utiliser donc Nmap avec le top ports, qui nous permet donc d'afficher les 20 ports les plus répandus. Et ces 20 ports là, je vais donc les scanner sur le réseau 172.16.249/.0/24. Pour ce faire, je vais utiliser, comme on l'avait déjà fait précédemment, un script PowerShell. Donc dans ma session je fais un PowerShell import et je vais chercher ce coup-ci le script invoke PowerScan. Donc on avait déjà utilisé PowerView dans une précédente vidéo, donc ce coup-ci on va utiliser le script invoke PowerScan. Je l'ai pris au même endroit que le PowerView, donc je vous laisse vous référer à la précédente vidéo pour savoir où j'ai récupéré ce script PowerShell. Et donc une fois qu'il est importé, je peux jouer avec. Alors, la commande ressemble à ça. Donc j'invoque ce port scan sur... Non, ça j'ai été un chouïa trop vite. Avant de faire les 20 ports, il faut d'abord faire un scan de quel est le host qui va avoir le port SSH ouvert. Puisqu'on a une clé SSH, on cherche une machine qui a le port 22 ouvert. Donc je fais un port scan sur toutes les machines de ce réseau en /24 qui ont le port 22 ouvert. Je le fais sur 30 threads et j'affiche uniquement celles qui ont ce port ouvert. Et comme ça prend quelques minutes quand même, je vais faire une pause. Voilà, donc là il a fini le scan.
Et comme on voit, donc il y a des hosts, des machines où le port est filtré, donc ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment quand c'est ouvert. Et la seule qui a le port 22 ouvert, c'est la 172.16.249.202. C'est pour cela qu'on va se focaliser sur cette machine. Et donc je vais scanner les 20 ports ouverts. J'aurais pu le faire directement les 20 ports sur tout le host, mais comme c'est long, il est conseillé de se focaliser sur des machines individuelles si vous pouvez. Et là, comme nous on a une clé SSH, on se focalise sur celle qui a le port 22 ouvert. Maintenant qu'on sait qu'elle a le port 22 ouvert, on va essayer d'identifier un peu qu'est-ce que c'est cette machine. Et donc la première chose à faire, comme toujours, c'est de faire un scan Nmap. Mais là, comme on ne peut pas faire un scan Nmap, enfin on pourrait, mais on varie un peu, on utilise invoke port scan pour faire un scan via PowerShell. Et donc je vais scanner les 20 ports les plus répandus de 7.202. Je vais peut-être faire une pause aussi, puisque je crois que ça prend un peu de temps également. Bien, et bien on voit que le port 22, 80 et 443 sont ouverts. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on a envie de faire, c'est se connecter, on a envie de se connecter en HTTP sur cette machine pour voir un peu ce qui tourne sur le serveur HTTP. Malheureusement, vu qu'on est sur un hack distant, on peut pas le faire simplement. Quoi qu'on pourrait, en fait, je suis en train de penser, à travers ça, l'accès Citrix qu'on a poney, je sais pas si la machine y a accès. On va essayer, j'avoue que je me rappelle plus. Alors par contre, il faut que je récupère le login mot de passe qu'on avait poney durant la première vidéo. Awardel. Je réouvre la session. Donc ça on le laisse bien ouvert, c'est notre shell MSI qui est en système. Et je lance Internet Explorer. Et on va voir si cette machine a accès en HTTP à la 172.16.249.202. Askmulator. Et je mets... Ah ouais, super. Donc on voit de suite que c'est une machine où c'est Citrix Netscaler qui tourne dessus. Donc on va vouloir se connecter en SSH sur ce Citrix Netscaler, vu qu'on a la clé privée. La seule chose qui nous manque du coup c'est le login. Alors on peut tenter root et vous verrez que ça marche pas. Et en fait, ce qu'il faut faire du coup, c'est chercher simplement sur internet rapidement comment on se connecte sur un Citrix Netscaler en SSH, Citrix Netscaler SSH. Donc on tombe sur différents articles. Je sais plus, apparemment c'était celui-là que j'avais regardé. Et voilà, on voit que pour se connecter en SSH sur un Netscaler, c'est NSRoot le login. Donc on va tenter de se connecter avec NSRoot. Alors pour cela, puisque le port SSH n'est pas ouvert sur internet, il va falloir, et que potentiellement on pourrait, s'il y avait un client petit là-dessus, se connecter depuis cette machine là, mais ce qui est plus discret c'est de se connecter à travers un pont enfin un tunnel. Et donc pour créer un tunnel on va utiliser Chisel qu'on n'a jamais utilisé jusqu'à présent, donc c'est l'occasion. Donc je les ai déjà téléchargés, pareil il faudrait que je pense à vous mettre le lien sous la vidéo de où je les ai téléchargés. Donc on a le Chisel version Linux, puisque mon serveur sera sur Linux. Donc je le lance simplement en mettant serveur-reverse parce que je vais faire du reverse.
Donc il est en écoute sur toutes mes interfaces sur le port 8080. Et il faut que je lance le client. Et le client de Chisel, je l'ai mis dans le chair Windows qui est toujours actif. Et là du coup c'est un exécutable puisque le client va être lancé sur un Windows, donc un exécutable Windows. Donc pour lancer ce tunnel, alors je vais essayer d'être un peu précis. Donc le tunnel ça va faire quoi? Chisel, le client qu'on va lancer sur la cible, va se connecter à notre serveur de notre machine attaquante. Et ça va monter un tunnel sur le port 1080. Je vous montre la commande que je vais taper, comme ça ce sera plus clair pour vous. Donc ce sera une commande Windows, shell, normal. Donc ça va se connecter sur le partage Lisbeth Share qu'on a ouvert sur notre machine attaquante, qui est en 10.14.14.11 aujourd'hui. Et ça va lancer le fameux chisel.exe, donc qui va initier le tunnel en tant que client. Il va se connecter sur ma machine attaquante qui écoute sur le Chisel server, qui écoute sur le port 8080 ici. Et une fois qu'il s'est connecté à ce Chisel server, il va initier un tunnel reverse en SOX qui va être à l'écoute sur ma machine attaquante sur le port 1080. Donc ici, à l'heure actuelle, si on regarde les ports, si on regarde les, oui c'est ça, les sockets en listen sur ma machine attaquante, on voit qu'il n'y a aucun socket qui écoute sur le 1080, donc je vais pouvoir lancer cette commande et normalement j'aurai un socket en écoute sur le port 1080 qui redirigera à l'intérieur du tunnel pour pouvoir les taper derrière le port 22 de cette machine .202. J'espère que je suis clair, mais j'en suis pas sûr. Alors voyons voir si ça passe du premier coup. Donc normalement on va avoir des choses qui se passent là puisqu'il va se connecter sur le serveur Samba. Voir la précédente vidéo où on a initié ce serveur SMB. Et ensuite ici à gauche, le Chisel server sur ma machine attaquante a bien créé une session de tunneling en SOX qui est en écoute sur le port 1080. Donc si je refais ma commande netstat que j'ai fait ici, on voit que maintenant sur le port 1080 j'ai bien Chisel qui est en écoute. Bien, une fois cela fait, il reste une chose à faire, c'est configurer ProxyChain que j'ai déjà dû faire je pense, ouais voilà, pour passer à travers ce tunnel. Donc je dis simplement que que je vais passer dans un tunnel SOX 5 sur le port local de ma machine attaquante 1080. Ceci étant fait, on va pouvoir initier la connexion SSH à travers ce tunnel en faisant, je vais le faire où? Je vais le faire en bas à gauche. ProxyChain. ProxyChain c'est simplement pour dire au SSH que je passe sur un proxy SOC en local en 1080. Je me connecte donc comme on l'a vu avec le login NSRoot puisque c'est un netscaler sur l'IP 249.202 en utilisant la clé IDRSA qu'on a cassée qui est censée être dans ce répertoire courant. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que j'ai dû oublier la commande. Ah oui, on l'a pas fait au final la commande. Enfin, on l'avait fait une première fois, ça marchait pas, on l'a pas refait. Si je dis pas de bêtises, on l'a fait dans ce coin-là. Et non, on en avait regardé des choses. Voilà, celle-là. Celle-là, on n'avait pas pu la faire. Donc on va la faire à présent. Avec la clé qu'on a cassée, avec John, qui est ici. Voilà, donc ça extrait le fichier IDRSA de la clé. Je pense que ça le met directement avec les permissions qui vont bien, parfait.
Et donc je vais pouvoir lancer la connexion SSH à travers le tunnel. J'ai oublié le SSH, ça marche moins bien si je veux pas de SSH. Parfait, donc ça me demande la passphrase normale de la clé SSH. Done. Super, on est en SSH sur le Netscaler au sein de cette entreprise grâce au tunnel Chisel, enfin à travers le tunnel Chisel. Bien, et donc à partir de là, ce qui est intéressant, donc déjà il faut vous renseigner un peu sur le Citrix Netscaler pour voir comment on obtient un shell une fois qu'on a ça. En fait c'est relativement simple, il suffit de faire shell /bin/sh et bim, vous avez un shell root sur cette machine. Alors on n'a toujours pas de flag, mais on n'est pas loin de l'avoir. Donc qu'est-ce qui est intéressant de faire une fois qu'on est sur un Netscaler? Alors je vais même pas parler un peu de ce que c'est Netscaler. Voyons voir ce qu'en dit internet. Netscaler Citrix. What is Citrix? All-in-one web application deliver controller. Bon, c'est pas super parlant, mais globalement, c'est... Voyons voir s'il n'y a pas Wiki qui parle mieux. Citrix. Ah, il y a un paquet de trucs. Hein. Mais globalement, c'est de l'hypervision pour moi. Application delivery controller. Ça délivre de l'application. Bon. En tout cas, donc ce qu'il est intéressant de faire sur un Citrix Netscaler, c'est d'écouter le trafic qui passe à travers, puisque pour délivrer de l'application, on a besoin de connecter via le réseau des choses. Et on va faire pour cela écouter... pour écouter le réseau, on va utiliser TCP-Dump, et TCP-Dump c'est un outil dont on n'a pas parlé alors que c'est un outil très fréquent. J'étais surpris qu'on n'ait pas encore parlé sur Hacksize. Mais comme il y a une hackeuse, qui sera donc la hackeuse de la semaine qui en parle mieux que moi, je vous laisserai regarder cette vidéo que je mettrai en lien sous notre vidéo. Qui parle donc de TCP-Dump. Si YouTube veut bien l'afficher. C'est quand tu veux YouTube. Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have my own medical practice, and I've been using Doodly now for a few weeks to create these really... Today on Hack Tip, we are setting up TCP dump in Linux. This episode of Hack Tip is brought to you by TCP dump is in the command line for Linux machines. A similar program is available for Windows machines. It's called WinDump, but it is not available. Je vous laisserai voir la vidéo, désolé c'est en anglais, mais ça permet un peu de comprendre ce que peut faire TCP-Dump et d'apprendre quelques tips intéressants sur TCP-Dump, qui est quand même une usine à gaz qu'on oublie trop souvent au profit de Wireshark, qui est encore plus une usine à gaz. Mais l'avantage de TCP-Dump c'est en command line, et donc c'est plus simple de jouer avec quand on a un attaquant qui a uniquement une command line sur une cible. Puisque là, si je voulais faire du Wireshark sur cette machine, ça aurait été compliqué, il faut exporter l'affichage, enfin c'est galère. Bref, tout ceci étant dit, j'ai juste à lancer tcpdump -w, on va appeler le fichier capture.cap, donc c'est l'équivalent d'un pcap, mais plus ancien historiquement, capture, -v et -s0. Le -s0 est important puisqu'il permet d'avoir les paquets complets. Sinon, ça peut être chiant. Je le lance, et donc on voit qu'il capture les flux qui passent sur cette machine. Je
Je vais attendre, je sais pas, peut-être 3000, mais je pense que ça sera largement suffisant. Et une fois qu'on aura fait ça, on rapatriera le fichier sur notre machine attaquante avec tout bêtement un SCP. Donc proxy chains, SCP, -i, IDRSA, NSRoot 249.202. On n'a pas regardé, mais le fichier capture, on l'a dans le répertoire /root. Donc, je copie ce fichier présent sur le Netscaler vers ma machine attaquante. Une fois que ça c'est fait, donc il y a les flemmards qui font trop de CTF qui vont se la jouer comme ça. Grep password. Et bim, on a le flag ici. On voit que le flag c'est le mot de passe de l'utilisateur cmailer qui est passé dans un get apparemment. Voilà pour le 4e flag. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est, je vais l'ouvrir sur Wireshark. Enfin, le flag c'est intéressant, hein, mais ce qu'on aura besoin pour la prochaine vidéo, et je le fais maintenant pendant qu'on y est, c'est d'ouvrir donc ce pcap, CTRL-O, capture pcap, enfin cap. Et là-dedans, en fait, on a pas mal de trafic, notamment du trafic LDAP. Et on voit que le LDAP fait une bind request avec le compte de service netscaler-svc. Ici, je fais un follow TCP stream. On voit que le compte de service netscaler-svc a pour mot de passe ça, donc service machin cc. Et donc ça sera ce qui nous servira pour la prochaine vidéo, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'elle commence déjà à être un peu longue celle-là. Donc voilà, pour résumer, on a réussi donc à, depuis l'utilisateur Mark Turner, à se déplacer sur le Citrix Netscaler grâce à la clé qu'on a trouvée dans un partage Citrix. Donc la clé qu'on a pu casser puisque le mot de passe était basé sur le clavier. Et la deuxième faille, c'était que, comme on le voit ici, le LDAP passe en clair et c'est pas du LDAP-S. Et donc en écoutant le réseau, on peut voir passer en clair des mots de passe, dont ce mot de passe LDAP. Donc voilà les deux principales erreurs qui ont été faites dans cette entreprise, qui vont nous permettre d'avancer plus loin dans l'attaque. Mais vous verrez ça la semaine prochaine avec la 5e vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.